Oui, bonsoir, merci pour cette conférence très intéressante, un peu technique par moment. Juste des petites questions de compréhension. Est-ce que vous pouvez définir la différence entre libéral, néolibéral, vous avez beaucoup parlé de néolibéral, on entend aussi parler de ultralibéral. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus et peut-être quelques exemples de pays où ont ces systèmes économiques en place? Et ma deuxième question, qui est plus sur le fond, vous avez dit que c'était des systèmes qui étaient voués à l'échec. Qu'est-ce que vous proposez comme système économique? Vers quoi faudrait aller? Est-ce que vous êtes enthousiaste à ces idées-là? Et dans quel programme on peut retrouver ce qu'il faudrait faire, en gros? Est-ce que je peux répondre maintenant? Non, parce que c'est des questions qui sont... Merci pour vos questions, elles sont très pertinentes. Alors, j'ai essayé d'expliquer un peu la différence entre libéral et néolibéral, mais je ne l'ai pas fait de manière très claire, donc je m'en excuse. Le libéral, c'est quelqu'un qui pense que... D'abord, c'est des doctrines politiques, hein, ce n'est pas des doctrines économiques, ce n'est pas des théories économiques. Le libéral, c'est... en fait, toujours, à chaque fois, sa vocation à définir le comportement de l'État. À chaque fois, on est là-dedans. On n'est pas dans la compréhension de l'économie, on est dans qu'est-ce que l'État doit faire. Alors le libéral, il pense que l'État doit être mis au service de l'émancipation des individus et il pense, du point de vue économique, que le marché est une institution naturelle. C'est-à-dire que le marché existe par lui-même. Et donc l'État, il doit faire des choses pour émanciper les individus, mais il ne doit pas trop intervenir dans l'économie. Donc c'est le principe du laisser-faire, parce que l'économie existe en elle-même en quelque sorte. Le néolibéral, lui, ne croit pas en la naturalité du marché. Donc il pense qu'il faut que l'État se mette au service du marché parce que sinon la concurrence dépérit, le marché ne fonctionne pas. Il pense aussi que le marché ne va pas forcément arriver à un résultat acceptable socialement, donc il faut des systèmes d'aide sociaux. C'est d'ailleurs intéressant de voir que Hayek et Friedman ils pensaient qu'il fallait un revenu minimal pour les gens. C'est-à-dire si vous avez moins d'un certain revenu et vous ne pouvez pas vivre, alors vous ne pouvez pas avoir un système économique, une économie de marché qui soit soutenable socialement. Donc la différence entre le libéral et le néolibéral, c'est que le libéral, il va concevoir le rôle de l'État comme étant visant à émanciper l'individu, mais sans trop intervenir sur le marché. Alors que le néolibéral, il n'a pas du tout cette vision d'émancipation, il dit juste que le rôle de l'État, c'est de faire fonctionner le marché. Et maintenant, l'ultralibéral, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'État. On appelle ça aussi l'anarcho-capitalisme. Alors, exemple d'ultralibéral, c'est des gens qui ne veulent pas de banque centrale, qui veulent... Aucune capacité d'intervention de l'État dans l'économie. Parfois, ils veulent revenir à l'État noir. Alors, on a dans le Bitcoin, d'ailleurs, des théories ultralibérales. On appelle ça aussi des libertariens. On a là le candidat argentin, parce que vous me demandez des exemples, à la présidentielle, le favori à la présidentielle argentine. On peut dire que c'est un ultralibéral. Il veut supprimer la banque centrale, organiser la dollarisation de l'économie, quasiment supprimer l'État de toutes ses fonctions. Voilà, donc lui, on peut dire qu'il est ultralibéral. Alors, vers quoi il faudrait aller? Alors, je n'ai pas abordé cette question parce que je trouvais que c'était plus intéressant d'en discuter. Et puis, par ailleurs, je ne suis qu'économiste. Donc, je me trompe, souvent, comme tous les économistes. Et je ne voudrais pas dire ici, voilà, j'ai la solution, voilà ce qu'il faut faire. Par contre, dans cet ouvrage, je termine par un agenda pour une économie démocratique. Alors, dans cet agenda pour une économie démocratique, alors cet agenda, en fait, ça répond à l'agenda pour le libéralisme qui a été conçu au moment du colloque Lippmann. Donc, les néolibéraux, ils ont créé un agenda, ils ont donné leurs grands principes. Et du coup, moi, j'ai aussi créé un agenda où je donne mes grands principes. Alors, sans trop rentrer dans le détail, ce serait un peu long, la question centrale pour moi, c'est comment donner un rôle à l'État dans le marché sans supprimer le marché. Parce que, en fait, moi, je ne crois pas non plus à la planification totale de l'économie comme on a fait en Union soviétique. Et je ne crois pas non plus
qu'il faille supprimer le marché ou supprimer la capacité des individus à entreprendre individuellement, librement. Voilà, je pense pas qu'on peut aller jusqu'à supprimer toute initiative individuelle. Je pense que ça ne peut pas bien fonctionner. D'un autre côté, quand on dit ça, donc on dit qu'il faut laisser une place au marché, on ne dit pas forcément qu'il faut le marché partout. Donc du coup, il faut trouver une forme d'intermédiaire. Alors, pardon, c'est un peu, ça donne l'impression de ménager un peu la chair et le chou, mais j'y crois profondément. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, l'une des erreurs de nos sociétés actuelles, c'est de considérer que le marché est toujours plus efficace et que tout doit passer par la régulation par le marché, alors qu'on sait qu'il existe, par exemple, des ressources qui ne sont pas des marchandises et qui, par définition, ne doivent pas être gérées par le marché. Alors, un exemple, c'est le travail. Est-ce que considérer le travail comme une marchandise, ça va nous aider à construire une société soutenable? Ça veut dire mettre en concurrence les demandeurs d'emploi avec les employeurs? Non, en fait, on sait qu'on peut tout à fait gérer le travail autrement que par la confrontation de l'offre et la demande sur le marché du travail. Donc là, il peut y avoir des institutions sociales qui peuvent organiser la relation du travail autrement que par le marché. Pareil pour la nature, la protection de la nature ou la terre. Est-ce que l'idée de créer un marché carbone pour limiter nos émissions, est-ce que c'est une idée aussi intelligente que ce qu'elle en a l'air? Moi, je trouve qu'elle n'a même pas l'air très intelligente d'ailleurs. C'est-à-dire que, est-ce que parce que je paye, voilà, j'ai le droit de polluer tout ce que je veux? Ouais, c'est un peu absurde. Donc, la nature, le travail ne relèvent pas de marchandises et ne devraient pas être gérés comme des marchandises. Voilà, donc déjà, la première règle, c'est le marché ne peut gérer que des marchandises. Et les marchandises, c'est ce qui a été produit dans le but d'être vendu. Et le travail n'a pas été produit dans le but d'être vendu, et la nature non plus, elle n'a pas été produite du tout. Après, on peut se poser la question de certains biens vitaux, le logement, la santé, la nourriture. Est-ce que c'est normal, par exemple, on a décidé de libéraliser les prix agricoles, donc de supprimer le système de prix garanti, est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, quand on voit ce qui se passe pour les agriculteurs, et le nombre de disparitions d'exploitations agricoles, on peut penser que non. D'autant plus que l'agriculture, c'est quand même un bien essentiel, un bien vital. Si le marché décide que toute la production agricole qu'on mange doit être produite en Argentine ou ailleurs, est-ce qu'on ne met pas en péril la survie de notre société? Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux produire plus cher localement, et même encore plus localement, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne faut pas simplement produire en France, mais autour de la ville où on vit, de manière à simplifier et raccourcir les intermédiaires et simplifier les systèmes de distribution. Pour la santé, c'est pareil. Est-ce que la santé peut être considérée comme une marchandise? Prenons un autre exemple. Il y a des choses qui ne sont pas vitales, mais dont on pense que ce serait bien qu'elles ne soient pas régulées par le marché. Par exemple, la culture. On a l'exception culturelle. Le seul secteur économique qui ne soit pas passé au néolibéralisme, c'est la culture. Et je vous donne un exemple très simple. En France, on a une loi, le prix unique du livre. À quoi sert cette loi? Eh bien, elle sert à sauver les libraires. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de vendre un livre neuf à un prix inférieur au prix qu'a décidé son éditeur. Mais ça, c'est un contrôle des prix. C'est-à-dire que ce n'est plus le marché qui décide du prix, c'est l'éditeur. Et ça marche très bien. En fait, c'est une loi consensuelle. Pourquoi on a réussi à protéger la culture et pas donc le cinéma aussi, hein, où il y a des subventions, donc le livre, etc., la presse est massivement subventionnée. Pourquoi le secteur culturel, on a réussi à le sauver des griffes du néolibéralisme et pas la nourriture, enfin pas l'agriculture? Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. En fait, on sait bien pourquoi, parce que les lobbies de la culture sont plus forts que les lobbies agricoles. Malheureusement, d'après ce qu'on... c'est-à-dire que les acteurs ont plus d'influence que les agriculteurs dans les décisions. Et la gauche, à mon avis, a une forte responsabilité, parce que c'est elle qui a mis en place l'exception culturelle et qui a laissé l'agriculture se néolibéraliser, si je puis dire, c'est-à-dire être organisée autour des prix du marché mondiaux. Voilà, donc c'est quelques pistes que je vous donne. Voilà, il y a d'autres réflexions dans le bouquin, mais je ne vais pas trop m'apesantir. Mais vous voyez, ça vous donne l'idée qu'on peut tout à fait avoir des prix qui ne soient pas régulés par le marché, qui ne soient pas le produit de l'offre et de la demande. C'est le cas du livre. Bon, on pourrait étendre ce type de mécanisme à d'autres secteurs.
Oui, alors il y avait une question sur l'économie circulaire. Enfin, il y avait une section sur l'économie circulaire, mais c'est pareil, l'économie circulaire. Enfin, l'idée qu'on va recycler une partie de notre production, enfin nos déchets, ça ne peut fonctionner que si on a que si on valorise ça, parce qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher d'extraire de nouvelles ressources que de réutiliser les ressources qu'on a déjà extraites. Donc on laisse le marché produire, organiser notre système productif, jamais on passera à l'économie circulaire. Alors bien sûr, je ne méconnais pas les difficultés qu'il y a derrière l'économie circulaire. Recycler tous les déchets, c'est pas forcément très simple. Mais en fait, si on ne recycle pas nos déchets, c'est parce que en fait, ça coûte parfois moins cher d'extraire de nouvelles ressources. Donc si on veut organiser une économie circulaire, il va falloir agir sur les prix là aussi. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, je suis un peu enroué. Pour vous, dans quelle mesure le néolibéralisme porte la responsabilité de la montée en puissance phénoménale de la fraude fiscale, qui est devenue massive jusqu'à devenir quasi industrielle et qui, me semble-t-il, est l'une des activités les plus florissantes de l'économie mondiale aujourd'hui. Et cette fraude fiscale est permise par l'existence de ces territoires offshore qu'on appelle les paradis fiscaux, qui pratiquent l'opacité la plus totale, jusqu'à ne plus savoir qui possède quoi. Donc ceci pour dire, n'aimeriez-vous pas que mettre au pas le capitalisme passe d'abord par cette fermeture des paradis fiscaux? Il faut rappeler que pour la France, ça représente un manque gagné pour l'État français de 100 milliards par an. 100 milliards par an pour l'État français, de manque gagné. Et que la première démarche, aussi difficile soit-elle, serait sinon de fermer, de contraindre ces paradis fiscaux qui, hélas, sont devenus la pierre angulaire, me semble-t-il, de l'économie mondiale. Alors merci pour votre question. En fait, les paradis fiscaux existent parce que la libre circulation du capital existe. Comme je vous l'ai dit, c'était au cœur du néolibéralisme, de la globalisation financière. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'acte unique de 86. Alors dans le livre d'Abdelal, mais je cite des passages dans ce bouquin aussi, il y a vraiment on sent que les Allemands, la France, c'est une négociation franco-allemande, l'acte unique de 86, les Allemands étaient, parce qu'ils étaient imbibés de théorie ordolibérale, qui est une forme de néolibéralisme, ils refusaient l'idée que l'Union européenne puisse protéger ses frontières des mouvements de marchandises. Donc il y a dans les textes européens l'idée de développer le commerce international et de réduire les droits de douane, mais il y a aussi l'idée qu'on ne doit pas empêcher la circulation de l'argent, je vous l'ai dit, non seulement entre pays européens, mais aussi vis-à-vis des pays tiers. C'est ça qui est au cœur de l'émergence des paradis fiscaux. Et moi, je pense que ça ne sert à rien d'engueuler les îles Caïmans ou l'Irlande ou le Luxembourg, parce qu'eux, ils mènent une stratégie qui est bonne pour leur population. Parce que, en fait, ça marche d'être un paradis fiscal. L'Irlande, qui était le pays le plus pauvre d'Europe, ou quasiment après le Portugal, le plus pauvre d'Europe à la fin des années 80, il faut savoir que l'Irlande est rentrée dans la CE à l'époque, en 1974. 10 ans plus tard, c'était le plus pauvre quand il est rentré. 10 ans plus tard, c'est toujours le plus pauvre. Aucun progrès. Dès qu'ils ont commencé, à la fin des années 80, à mener cette stratégie paradis fiscale, ils sont devenus l'un des pays les plus riches d'Europe. Aujourd'hui, il y a les deux pays les plus riches de l'Union européenne, c'est Luxembourg et Irlande. C'est pas pour rien. Donc, jamais ils s'arrêteront. Quand Apple a été condamné à 13 milliards d'euros, je crois que c'est 13 milliards d'euros d'amende à cause de la fraude fiscale, c'est-à-dire ils ont fraudé le fisc irlandais, mais ils ont fraudé avec l'accord du fisc irlandais. L'Irlande a contesté l'amende. C'est-à-dire que l'amende de la Commission européenne envers Apple, c'était de dire à Apple, il faut payer l'État irlandais 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent pour la France. Imaginez pour l'Irlande ce que ça représente. C'est encore plus d'argent. L'Irlande a contesté, ne veut pas cet argent, parce qu'elle sait que c'est de l'argent empoisonné. Et la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la Commission, enfin a rétoqué la Commission, c'est-à-dire que l'amende, qui a été bloquée sur un fonds, a été débloquée après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de considérer invalide l'amende qui a été infligée à Apple. Pourquoi c'est invalide? Parce que, en fait, la Commission européenne ne peut pas empêcher la libre circulation du capital, parce que c'est contraire aux traités européens, parce que les États ont le droit de mettre la fiscalité qu'ils veulent, et donc ils ont le droit de faire payer 0% d'impôt à Apple s'ils le veulent.
Ça, c'est les traités européens. Donc oui, le néolibéralisme est directement responsable de la fraude fiscale. Non pas qu'il dit il faut qu'on fraude le fisc, mais il empêche les États d'empêcher la fraude. Voilà, ils font en sorte qu'on ne puisse pas empêcher la fraude, puisque on doit pouvoir organiser la libre circulation du capital où on veut. Et c'est ça qui est au cœur de la fraude, en fait. Si on contrôlait toutes les transactions financières faites à l'étranger, ben, je vous garantis qu'il n'y aurait pas de paradis fiscaux. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur ce que j'ai appelé votre projet. Est-ce que vous pensez être des choix pertinents? Comment dans ce projet, entre guillemets, vous placez ce qu'on peut appeler les communs, les biens communs, l'eau, l'air, etc. Eh bien justement, l'eau, l'air, la terre, les ressources naturelles ne sont pas des marchandises. Donc, comme ce ne sont pas des marchandises, ils ne doivent pas être gérés, leur prix ne doit pas émaner du marché. Après, qui doit décider du prix? Alors, là, il y a des débats démocratiques à avoir. Est-ce que, par exemple, le prix de l'eau, ou la gestion de l'eau, doit être décidé, organisé localement par les gens qui vivent sur le territoire de l'eau? Est-ce que l'eau doit être considérée comme un bien? Parce qu'il faut comprendre qu'un bien commun, ça s'oppose à un bien public. Je ne sais pas si tout le monde a conscience de cette différence. Dans l'idée des communs, il y a l'idée que ce sont les utilisateurs qui gèrent leur propre production. Mais donc les utilisateurs, donc les parties prenantes en fait. Dans l'idée d'un bien public, c'est la nation qui gère les choses. Et donc, ça n'a pas le même sens de faire gérer, y compris donc ceux qui n'utilisent pas l'eau. En gros, ce n'est pas la même chose que d'organiser alors, il y a la gestion par le marché, mais ça on l'écarte. Ensuite, une fois qu'on a écarté le marché, est-ce qu'on laisse les utilisateurs, les usagers gérer eux-mêmes leurs communs? Est-ce qu'on a une autorité politique qui la gère? Ce n'est pas la même chose. Est-ce que l'autorité politique, c'est une collectivité territoriale? C'est une région? C'est un État? C'est l'Union européenne? Je ne sais quoi. Ça aussi, c'est pas la même chose. Donc en fait, quand on a dit, et c'est très intéressant ce que vous dites, quand on a dit on a sorti du marché telle marchandise, je veux dire, on va sortir du marché, je veux dire, on va sortir de la régulation par le marché, on n'a pas forcément répondu à qu'est-ce qu'on va mettre comme régulation. Et là, je ne vais pas vous dire ce que moi je pense, parce que ça dépend en fait. Et puis par ailleurs, c'est pas si important. Ce qui compte, c'est qu'on puisse en débattre. Je voudrais d'abord vous dire que j'ai appris des choses parce que moi je mettais derrière le mot néolibéral un fonctionnement qui n'était pas tout à fait ce que vous avez expliqué ce soir, donc je suis très content d'être venu vous écouter. Mais j'essaie maintenant de faire un rapprochement avec ce que vous avez dit au départ. En particulier, vous avez parlé de l'école, de la situation de l'école, et j'aimerais savoir, par rapport à l'analyse que vous apportez, ou tout quand même part de l'étude du prix ou de la définition du prix, comment vous arrivez à proposer un modèle de société dans laquelle un certain nombre de services publics, indépendamment de la culture, j'ai bien compris, un certain nombre de services publics soient mieux développés, pour lesquels auxquels on pourrait consacrer plus d'argent. Comment vous voyez cette régulation? C'est au niveau de l'État que ça se passe? Alors, oui, non, vous êtes clair. Après, je ne sais pas si je réfléchis avant de vous répondre. Les services publics font partie des choses qui ne sont pas des biens qui ont vocation à être vendus. Donc, ce ne sont pas des marchandises. L'éducation n'est pas une marchandise, pas plus que la santé est une marchandise. On pourrait, mais encore une fois, je réponds un peu comme j'ai répondu pour madame, encore une fois qu'on a dit que quelque chose n'est pas de marchandise, on ne dit pas comment on le gère. On dit juste que ça ne va pas procéder par de la vente sur un secteur marchand. Et
il faut dire qu'aujourd'hui, l'école, en France, n'est pas une marchandise. Je veux dire, il n'y a pas un marché concurrentiel de l'école. Alors, il y a le privé et le public, mais dans le privé sous contrat, les profs sont payés par le public et les programmes sont décidés par l'État. Donc, on est en fait pas vraiment dans un système concurrentiel de marché. D'ailleurs, à ce propos, un des éléments donc, par rapport au néolibéralisme, l'une des grandes revendications de Friedman et d'Hayek, ils étaient d'accord là-dessus, c'est de dire que pour l'éducation, il faudrait créer des chèques éducation. On donne aux familles de l'argent et elles vont ensuite acheter les services d'éducation auprès d'un système privé concurrentiel d'école. Ça, c'était la grande idée de Friedman. Et donc ça, c'est bien l'État au service du marché. Parce qu'il y a au départ un chèque financé par l'État. Et Friedman disait que ça coûterait moins cher de donner aux familles l'argent de l'éducation et puis ensuite elles vont aller mettre leurs enfants là où dans l'école qu'elles souhaitent plutôt que d'organiser un service public d'éducation. Donc on peut penser l'éducation comme une marchandise, hein. C'est tout à fait possible, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Mais votre question ne vous portait pas là-dessus. Votre question était un peu plus, c'est pour ça que je réfléchis un peu, votre question était comment ça se fait qu'on n'ait plus assez d'argent à mettre dans l'éducation finalement, parce que pourquoi on n'augmente pas les profs après tout. D'ailleurs, si on croyait vraiment aux lois de l'offre et de la demande, quand on voit qu'on n'arrive plus à recruter des profs, on augmenterait les profs. Mais c'est trop facile. Parce qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'État consacre l'essentiel de ses ressources à autre chose qu'à produire des soins et des services d'éducation. Et notamment, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? La grande stratégie d'Emmanuel Macron, c'est la compétitivité, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des impôts sur les sociétés les plus faibles possibles pour attirer les investissements, pour avoir en fait des profits les plus élevés possibles pour attirer les investissements, parce qu'on vit dans un monde concurrentiel. Et pour moi, la première chose à faire pour réhabiliter les dépenses publiques, notamment dans les services publics, c'est de rompre avec cette logique de compétitivité. Mais ça veut dire rompre avec le libre-échange. Voilà. Et le libre-échange qui est l'un des piliers du néolibéralisme. Parce que le libre-échange, c'est que si on veut garder une industrie locale, il faut qu'elle soit au moins aussi performante, voire plus performante que les industries étrangères. Et comme chaque pays cherche à attirer à lui les investisseurs en baissant les coûts et en augmentant les profits, parce que plus le profit est élevé quelque part, plus vous allez investir dans ce pays, eh bien tous les pays sont en concurrence pour devenir plus compétitifs que son voisin, et du coup ça assèche les capacités de l'État à financer les services publics. En fait, on a cette espèce de logique infernale où on cherche à baisser la fiscalité des entreprises dans tout ce qui est mobile, et du coup, parfois on ne peut pas augmenter en proportion la fiscalité sur les ménages, donc on se retrouve à baisser l'offre de services publics. C'est ça le problème. Pour comprendre cet exemple, il y a un truc très simple. Imaginez une entreprise qui a le choix entre produire son usine en Allemagne et en France. Elle regarde combien elle va gagner. Alors elle voit le taux de profit qu'elle anticipe en Allemagne, il est de 7%. En France, le taux de profit est de 5%. Bon, elle va aller en Allemagne. Puis là, la France voit que toute son industrie part en Allemagne. Alors elle dit, oh là là, il va falloir réduire les impôts, la fiscalité sur les entreprises pour faire monter le profit. Maintenant, je passe à 10. Là, l'investisseur, il dit, dans ce cas-là, je vais en France. Vous voyez ? Et en fait, avec cette concurrence que les États se livrent les uns avec les autres, on a des taux de profit qui augmentent et des recettes fiscales qui baissent. Et ça, c'est la logique même de la concurrence. Et le pire, c'est que si on garantissait à une entreprise 5% de profit, ou même 3% de profit, et si elle n'avait pas le choix d'aller ailleurs, elle investirait localement dans le pays. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le taux de profit qui est déterminant dans l'investissement, c'est le taux de profit comparé au taux de profit du voisin. Et aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas juste entre la France et l'Allemagne que la guerre commerciale se livre. C'est avec la Chine, le Vietnam, les États-Unis, le Mexique et tout ça. Donc quand on veut construire une plateforme de production d'un bien, on ne va pas juste comparer la France et l'Allemagne, on va comparer tous les taux de profit dans le monde entier. Et là, les pays dans lesquels les salaires sont plus faibles, la fiscalité est plus faible, etc., ils ont plus de chances d'attirer certains investissements que la France. C'est comme ça qu'on a perdu notre industrie textile et une partie de notre industrie sidérurgique. Donc, c'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui. Donc, rompre avec cette logique pour retrouver des marges de manœuvre fiscales pour financer nos services publics. Parce qu'à la fin, c'est quand même ça qu'il faut faire. Si on finance tous les services publics
avec juste la fiscalité sur les ménages, ça va pas être très populaire en fait. On a besoin de la fiscalité sur les entreprises. Bonsoir. Je voulais juste vous demander, vous avez vite fait évoquer la différence justement entre le libéralisme anglo-saxon et un peu ce qu'on peut retrouver en Allemagne, notamment l'ordolibéralisme, qui avait quand même une différence par rapport à... Enfin, il y avait justement une différence entre les deux, et finalement on observait que le capitalisme allemand avait tendance à quand même plutôt bien fonctionner, non seulement à obtenir des résultats similaires, voire parfois même meilleurs à ce qu'on pouvait observer dans les pays anglo-saxons, et en plus de ça être plus, on va dire, socialement efficace, avec aussi une gestion des parties prenantes, etc. Je ne sais pas si vous pouviez développer justement sur ce capitalisme allemand, cet ordolibéralisme, justement. Alors, le capitalisme allemand, ce n'est pas l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme est une doctrine philosophique, politique. Le capitalisme allemand, il a commencé au XIXe siècle. Donc, l'ordolibéralisme s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, dans les années 50. Le capitalisme allemand, il commence au XIXe siècle. Et ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas dire que l'ordolibéralisme a créé le capitalisme allemand. Ce serait plutôt l'inverse. D'autre part, l'ordolibéralisme, c'est vraiment une forme de néolibéralisme. Il n'y a pas de grande différence. Mais, comment dire, il n'a pas été mis en place. Enfin, il n'a pas. Moi, j'ai envie de dire que le succès industriel allemand s'est plutôt construit contre l'ordolibéralisme que grâce à l'ordolibéralisme. Pourquoi l'Allemagne a des grandes entreprises de la sidérurgie, de l'automobile, de la chimie? Tout ça, c'est un héritage du XIXe siècle. Voilà, c'est l'héritage de la politique de Bismarck, qui était une politique protectionniste, pas du tout néolibérale. Toutes les grandes entreprises allemandes, Volkswagen, BASF, toutes ces grandes entreprises, elles datent d'avant l'émergence de l'ordolibéralisme. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans sa construction, alors j'en parle un peu quand je parle de l'Allemagne comme étant l'exception, parce que eux, je vous ai dit tout à l'heure que les pays capitalistes occidentaux, ils n'avaient pas mis en place le néolibéralisme après la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient un peu dans la continuité de l'économie de guerre. En fait, il y a une exception, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a mis en place véritablement une économie de marché libre dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dès 1948. Mais dans un contexte international très marqué par le planisme. Et donc, ils ont réussi à bien s'en sortir parce qu'ils bénéficiaient de la sécurité des prix énergétiques liés aux grandes entreprises américaines, parce qu'ils bénéficiaient de la sécurité, de la stabilité des monnaies grâce à Bretton Woods. Et du coup, l'ordolibéralisme dans un seul pays, ça fonctionnait parce qu'il était dans un environnement d'économie qui était, elle, très dirigé par l'État. Par ailleurs, l'ordolibéralisme a dû faire des concessions pour se mettre en place, et l'une des concessions, c'est le système de cogestion, qui lui aussi est une caractéristique de l'Allemagne contemporaine. Ça veut dire que les salariés ont un droit de vote ou un droit de veto même sur certains investissements d'entreprise. Ils participent activement, c'est la cogestion à l'allemande. Mais ça, ce n'est pas un produit de l'ordolibéralisme. Les théoriciens ordolibéraux étaient absolument contre la présence des syndicats dans les conseils d'administration des entreprises allemandes. En fait, ils ont essayé de faire ça parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que l'ordolibéralisme, quand il s'est mis en place dans les années 50, était très contesté par la population et les syndicats. Donc ils ont dû faire des concessions, et l'une des grandes concessions qu'ils ont fait, c'est sur la cogestion. Ça aussi, je raconte, et je m'appuie bien sûr sur des travaux de chercheurs pour expliquer cela. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu difficile de vous répondre. Il y a vraiment des caractéristiques spécifiques au capitalisme allemand, j'en suis d'accord. Il y a un ordolibéralisme spécifique, mais l'ordolibéralisme n'est pas forcément responsable des spécificités du capitalisme allemand. Voilà. Pardon ? L'ordolibéralisme, c'est une forme de néolibéralisme. Mais honnêtement, c'est du néolibéralisme. Voilà. En gros, tout ce que je vous ai dit sur le néolibéralisme est valide pour l'ordolibéralisme. C'est-à-dire qu'ils sont pour le libre-échange, ils sont pour l'ordre social, ils sont pour une monnaie non inflationniste,
avec une banque centrale indépendante, c'est un élément très fort. Ils sont pour des autorités de régulation de la concurrence. Voilà. Et ils sont pour un État qui interfère peu avec les prix de marché. Donc en fait, tout ce que je vous ai dit sur le néolibéralisme, voilà, s'applique à l'ordolibéralisme. Beaucoup de chercheurs parlent de l'ordolibéralisme comme le néolibéralisme allemand. Voilà. Et à mon avis, à juste titre. Alors, dans mon précédent ouvrage, plus que dans celui-là, j'ai vraiment décrit les différences entre libéralisme et néolibéralisme, les différentes écoles du néolibéralisme. Ça, c'est dans le populisme et néolibéralisme, l'ouvrage précédent. Il y a d'autres questions? Oui, devant. Et merci pour cet exposé, ce débat. Bon, quand on voit ce qui se passe toujours, aujourd'hui, par exemple, on apprend ce matin que la France veut faire venir le siège de la FIFA en France, en l'exonérant de toute taxe, en lui conservant le statut qu'a cette structure qui est excessivement riche, statut en Suisse. C'est amusant, entre guillemets. Mais derrière ça, on a le sentiment quand même, on se demande qui est au service de qui. Est-ce que c'est l'homme qui est au service de l'économie, ou est-ce que c'est l'économie qui devrait être au service de l'homme? Non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, vous voyez, cette idée de concurrence est tellement fortement ancrée, cette idée de compétitivité qui est vraiment au cœur de la stratégie macronienne, fait que, je vous l'ai dit, à la fin, on finit par avoir plus aucune taxe. Si l'objectif, c'est d'attirer la FIFA, voilà, et même après, on met des subventions, des taxes négatives, pourquoi pas. Donc oui. Et puis, on va même aller parfois jusqu'à adapter le droit français pour permettre des choses qui sont illégales ailleurs, parce que comme ça, on est sûr d'attirer les entreprises, y compris celles qui ne sont pas tout à fait claires dans leur pratique. Et vous avez raison, à la fin, on vous pose la question, mais finalement, est-ce que le système il est au service des êtres humains ou est-ce que c'est nous, personnes qui contribuons à nourrir le système, en quelque sorte? Oui, bien sûr. Et c'est la raison aussi. Enfin, ce qui est intéressant, moi je travaille sur le marché depuis très longtemps. Ma question de recherche, c'est le marché. Et ce que je trouve passionnant dans le marché, c'est que ça crée une dynamique de concurrence dont on peut penser qu'elle est stimulante et qui finit par nous bouffer, en fait. Moi, c'est un peu mon sentiment. Et cette dynamique nous dépasse. Et elle est à la fois fascinante. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent mettre le marché partout, parce qu'il y a un côté un peu fascinant, un peu comme on peut trouver aujourd'hui avec les réseaux sociaux, par exemple. Par exemple, les stratégies collaboratives. Regardez la puissance des algorithmes aujourd'hui. On a l'impression que les algorithmes, sur quoi ils se nourrissent? Sur les données qu'ils récoltent auprès de nos comportements. Et on pourrait penser que le marché, c'est une forme de gigantesque algorithme. Mais le problème des algorithmes, c'est que au bout d'un moment, il faut savoir s'ils sont vraiment utiles pour nous, quoi. C'est pas parce que l'algorithme est performant qu'il est forcément intéressant à utiliser. Et il y a derrière ça, dans le marché, je pense qu'il y a une forme de fascination pour l'algorithme, sans toujours s'arrêter et se dire, bon, est-ce que finalement, si on crée un marché d'éducation privée, est-ce que concurrentiel, est-ce que ça sera mieux que nos systèmes d'éducation nationale? Bon, là, pour le coup, on a répondu, on a dit non, mais on pourrait continuer de réfléchir. Enfin, moi, je pense par exemple à l'agriculture, qui a été dévastée par la mondialisation, l'agriculture française, hein, vous savez que maintenant, on est plus souverain du point de vue alimentaire. Si on enlève la balance commerciale du vin, on importe plus de produits alimentaires qu'on en exporte. Et 80% de la nourriture du bétail en France, elle est importée. Donc le jour où on n'arrive plus à importer de produits alimentaires, tous nos bétails meurent. Bon, enfin, je veux dire, c'est quand même dangereux d'avoir une dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs pour notre alimentation. Alors qu'on a une terre qui pourrait nourrir tout le monde sans aucun souci. Tous les pays n'ont pas cette chance, mais nous on a cette chance. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des lotissements, voilà, on ferme des exploitations, on a des rendements de la terre qui baissent parce qu'on exploite moins bien les terres, faut le dire, parce que ça coûte cher d'exploiter correctement les terres, donc on fait baisser les rendements.
pour gagner un peu d'argent pour que les agriculteurs puissent se vendre à un prix plus faible. Voilà. Bon, bah, tout ça, à mon avis, n'est pas la meilleure façon d'organiser la société. Oui, je voudrais revenir sur la notion de concurrence, parce que la concurrence, on l'observe aujourd'hui entre les individus sur le marché du travail, entre les États, comme on l'a dit, d'un point de vue fiscal et autres, social. Et la concurrence entre les entreprises, ça interroge un peu quand même. C'est-à-dire que les très grandes entreprises, on peut parler de monopole privé. Si on descend une strate en dessous, les PME, TPE, dans le BTP qui se partagent le marché local, qui évitent toute concurrence, parce que la concurrence pour elles signifie une baisse de profit, donc elles ont tout intérêt à s'arranger entre elles avant de répondre aux appels d'offres publics, ce qui veut dire qu'en fait, les concurrences, pour moi, au niveau des entreprises, je ne dirais pas qu'elle est inexistante, mais en tout cas, elle est totalement comment pourrait-on dire, pervertie. Fausse concurrence. On laisse entendre que la concurrence existe, mais au final, elle n'existe pas au grand profit des entreprises. Oui, alors, en fait, alors là aussi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la concurrence, mais je vais pas m'étendre trop. Mais il y a une forme de magie aussi, de mystique de la concurrence, je suis d'accord. Et cette mystique, elle est propagée par les néolibéraux. Et en fait, ils disent, bon, il faut faire en sorte que la concurrence soit la plus parfaite possible. Mais en fait, ils n'y arrivent pas, parce que la réalité n'est jamais celle-là. Mais il y a quand même, et là ça fait partie aussi du déclin du néolibéralisme dont je parle dans le bouquin, il y a un secteur dans lequel on a totalement abandonné l'idée d'organiser la concurrence. C'est le secteur du numérique. Je veux dire, Google n'a pas de concurrent, Microsoft n'a pas de concurrent, toutes les plateformes numériques sont spécialisées dans un élément, mais elles n'ont pas vraiment de concurrence. Et donc, en fait, pourquoi ? Parce que le numérique n'est pas compatible avec la concurrence. Et là, on a abandonné cette histoire. Et on pourrait nationaliser, on pourrait avoir des logiciels publics, par exemple pour le traitement de texte. Pourquoi toutes nos administrations fonctionnent avec des licences de Microsoft pour... Enfin, c'est quand même bizarre. Là aussi, quand on parle d'indépendance, on est dépendant de Microsoft pour tout, qui par ailleurs nous surveille. Je veux dire, ils collectent des données sur tout ce qu'on fait. Et ils transmettent ça, bien sûr, au gouvernement américain. Donc, c'est quand même bizarre de voir que on met autant au cœur de nos discours la concurrence, et que dans les faits, vous avez raison, elle n'est pas toujours très, très claire, et qu'il y a des secteurs entiers où on a totalement abandonné l'idée d'organiser la concurrence. Et ça, c'est un indicateur pour moi d'affaiblissement de l'idéologie néolibérale. Parce que quand même, le grand truc des néolibéraux, c'est de dire grâce à la concurrence, on n'a plus d'oppression. Ouais, tiens, regardez comment ce qui se passe sur les plateformes numériques. Est-ce que YouTube a un concurrent ? Non. Alors c'est très bien, on va être sur YouTube, là, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est un service utile. Mais le jour où YouTube dit que votre vidéo n'est pas conforme aux critères de la communauté ou je ne sais quoi, on peut le supprimer et puis vous n'avez aucun recours. Quasiment pas. Excusez-moi, je me permets juste, ne vous croyez pas qu'avec la disparition du néolibéralisme, dans ces conditions, on aboutirait à une forme de tyrannisme dictatorial ? Ah oui, mais alors vous avez quasiment lu mon bouquin parce que c'est exactement ce que je dis. Je parle de néo-féodalisme, c'est-à-dire que, en fait, la dynamique néolibérale ne va pas nous conduire à une économie démocratique. C'est-à-dire que la fin du néolibéralisme, ça ne va pas être... voilà, je ne sais pas ce que ça va être. Voilà, ça peut être plein de choses. Et ça sera ce qu'on en fera. Mais la tendance naturelle du néolibéralisme, c'est plutôt se transformer en une forme de néo-féodalisme. C'est-à-dire, on retrouve des rapports de pouvoir, on retrouve des rapports de domination au sein du secteur productif et même en politique. Et donc la fin du néolibéralisme, ce n'est pas forcément l'économie démocratique que je souhaite. Ça peut être un truc bien pire. C'est réjouissant. Surtout en période de tension sur les ressources et les matières premières. S'il n'y a plus de pétrole, est-ce qu'on pourra sauver la démocratie ? C'est une grande question. Il faut demander à Jean Clovici, lui, il dit que non. Merci pour toutes ces explications. J'ai une question, je ne sais pas si elle est liée aux évolutions du néolibéralisme, mais il y a quelque chose qui me perturbe énormément dans l'évolution de l'économie qu'on voit. Dans l'industrie, on a fait énormément d'efforts pour créer des chaînes de production, flux continus, et qui répondent exactement aux besoins de chaque individu.
par rapport à avant, où on faisait des produits de masse, et puis il fallait que ça corresponde à ce que les gens pouvaient avoir envie. Et puis on a eu le Covid, où on a arrêté plus ou moins l'économie mondiale. Et puis depuis, on ne s'en relève pas, et on a des pénuries sur des milliers de produits, et dans différents types d'industries. Je ne comprends pas d'où ça vient, parce que ce n'est pas le fait de s'être arrêté pendant un an, c'est pas le fait des chaînes qui ont été perturbées, etc. Maintenant, ça y est, ça fait un bout de temps quand même qu'on est remis, et on a encore ces pénuries. Donc est-ce qu'il y a un rapport avec ce que vous avez expliqué, ou d'où ça vient? Oui, page 237. La section est intitulée « Le retour des pénuries ». Oui. Donc oui. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le néolibéralisme? Je ne crois pas. Enfin, mon hypothèse n'est pas celle-là. Mon hypothèse, c'est que le néolibéralisme fonctionnait dans une société d'abondance relative, abondance parce que pas pour tous, mais tout de même une société où on peut facilement faire gérer, on va dire, les besoins et les attentes des uns des autres par des prix de marché. Mais par contre, quand on arrive à une pénurie, c'est-à-dire à un manque d'un produit, alors à mon avis, pourquoi il y a une pénurie? Vous l'avez dit un peu, la désorganisation des chaînes de production, mais il y a aussi une autre raison, le coût de l'énergie qui augmente, des matières premières qui sont plus difficiles à produire, des stratégies géopolitiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a la Chine, l'Inde par exemple, pour parler toujours de la Chine, l'Inde a interdit l'exportation de riz. Et va continuer d'interdire l'exportation de riz. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que, à cause des tensions alimentaires liées à la guerre en Ukraine, l'Inde se mette à exporter et qu'ils aient de la famine chez eux, et que les prix augmentent, et que la paix sociale en Inde, c'est les prix bas. Donc ils interdisent l'exportation de riz. Et en fait, on peut avoir la Chine a cherché aussi à interdire l'exportation de terres rares pour produire elle-même les batteries. Et voilà. Donc les pénuries, elles sont aussi liées à la conscience nouvelle qu'ont les gouvernements que maintenant, il va falloir se battre pour avoir les matières premières, parce que les matières premières, c'est la puissance politique. Et donc dans ce cas-là, on va arriver vers des pénuries, et on gère les pénuries. Mais les pénuries, ça ne se gère pas, et on l'a vu avec l'économie de guerre, ça ne se gère pas par des prix de marché. Parce que si vous gérez les pénuries par des prix de marché, alors les prix peuvent exploser, augmenter à des niveaux totalement insoutenables. Si vous voulez gérer la raréfaction du pétrole par le marché, alors très bien, alors l'essence à 10 litres. Voyons voir ce que les gens vont penser. Comment les infirmières vont faire leur tournée si l'essence est à 10 litres? 10 litres, 10 euros. Non mais je suis un peu fatigué, c'est pour ça. L'essence à 10 litres, c'est rigolo. Bon, non, l'essence avec le litre à 10 euros. Voilà, pardon, merci. Parce que parfois on peut dire plein de choses comme ça et puis pas s'en rendre compte. Donc voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que si on a un prix de l'essence à 10 euros le litre, bien sûr que la société, elle fonctionne trop différemment, mais elle est plus soutenable en fait. C'est plus que les gilets jaunes là qu'on a en face. Donc on ne peut pas gérer par les prix les situations de pénurie. Donc il faut trouver d'autres mécanismes. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il va y avoir de fait d'autres mécanismes. Est-ce que ça va être la démocratie, la concertation, la paix? Ça, c'est pas sûr. Ça peut être ceux qui possèdent le pétrole qui disent avec qui ils vont le donner. Ou l'État qui va dire cette personne-là est prioritaire sur vous. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent créer aussi beaucoup de frustration. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est légitime que parce que je suis milliardaire, j'ai le droit de consommer du pétrole pour faire du tourisme spatial? Voilà. Est-ce que les gens accepteront ça quand l'essence sera à 5 ou 10 euros le litre? Voilà, c'est pas sûr, parce qu'on aura l'impression qu'ils nous brûlent nos pétroles alors que nous, on en aurait besoin, quoi. Voilà, donc ce que je pense, c'est que les pénuries vont forcément entraîner la fin du néolibéralisme de base, quoi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas gérer la pénurie comme si le prix pouvait facilement organiser l'offre et la demande. Juste aussi une question, c'était dans ce que je retiens par rapport à ce que vous avez dit, c'était généralement la notion de volonté, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'État peut s'il le veut. Si en tout cas, c'était l'idée que vous avez dit, c'est si on voulait le faire, on pourrait le faire. Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais le fait d'avoir un pays qui, depuis plus de 30 ans, cultive de façon assez régulière des déficits chroniques, que ce soit les déficits publics ou même par rapport au commerce extérieur, je crois qu'on avait atteint l'année dernière un déficit record de 167 milliards.
le fait d'être dans une situation où on peut se dire oui, mais on peut peut-être se financer autrement que par les marchés, mais on sait que la BCE ne voudra pas financer l'État français, c'est contraire au traité, qu'on ne peut pas vraiment miser sur une augmentation des prélèvements obligatoires parce que la croissance, on ne sait pas si on la retrouvera, en tout cas probablement pas les taux qu'on avait connus lorsqu'on avait développé l'État-providence, c'est-à-dire à 5-6%, et que même si ce n'est pas forcément souhaitable dû aux conséquences environnementales, etc. Je voulais savoir du coup, comment est-ce que vous appréhendez un peu ça, c'est-à-dire au niveau du financement. C'est pas un hasard si les déficits publics arrivent au moment où on instaure le néolibéralisme. Parce que c'est au moment où on va déréglementer tout un ensemble d'institutions financières. On va casser le circuit du trésor, ce qui permettait, en fait, à l'époque, justement, à la Banque centrale, de participer au financement public. Bon, on le casse. Bon, très bien, du coup, on est obligé d'emprunter sur les marchés financiers. Donc, du coup, on doit payer des taux d'intérêt, on doit équilibrer le budget, etc. Ça n'est pas absurde de vouloir reprendre la main sur la finance pour servir les besoins financiers de l'État. Sur le déficit commercial, oui, mais c'est la conséquence de la désindustrialisation qui est elle-même la conséquence du libre-échange. Donc, je pense qu'on peut agir sur les structures de manière à corriger un certain nombre de choses que vous dites. Après, là où vous avez raison, c'est qu'il ne sera pas possible de retrouver 5 ou 6% de croissance. D'ailleurs, il y a un petit graphique là où je montre l'évolution de la croissance, mais ce n'est pas uniquement à cause de l'écologie, parce que, en fait, ce n'est pas pour des raisons écologiques qu'on a baissé la croissance. Je veux dire, c'est parce que, en fait, la désindustrialisation, mécaniquement, réduit la croissance. Pourquoi ? Parce que la croissance économique, elle vient de la hausse de la productivité du travail. Et la hausse de la productivité du travail, elle vient de la mécanisation. Et la mécanisation du travail, elle peut se faire essentiellement dans l'industrie, dans le bâtiment, dans ce genre de choses, mais pas dans les services. Vous ne pouvez pas mécaniser le travail d'un prof ou d'une infirmière ou d'un policier. En fait, c'est un travail qui est fondé sur la relation humaine. Donc la relation humaine, ce n'est pas mécanisable au sens strict. Et donc ça veut dire que les potentiels de croissance diminuent au fur et à mesure qu'on se désindustrialise. Et voilà, donc oui, on n'aura pas de croissance économique forte, et donc oui, il y a quand même des contraintes qui vont s'imposer. Après, toute la question, c'est est-ce que ces contraintes, on en discute entre nous, et on décide de gérer l'économie différemment, de réorienter l'économie, de décarboner, par exemple, c'est une grande question. Décarboner, ça va coûter plus cher. Ça veut dire qu'il y aura moins de pouvoir de consommation. Il ne faut pas croire que parce qu'on discute, les contraintes disparaissent. Elles vont rester. Par contre, on peut peut-être discuter sur la manière d'y arriver un peu mieux que d'organiser un principe de marché en concurrence où finalement c'est celui qui a le plus d'argent qui a le plus de poids politique. Parce que en fait, le marché, c'est quoi ? C'est 1 euro, une voix. Donc ça veut dire que si moi j'ai 10 fois plus d'argent que toi, eh bien moi j'ai 10 fois plus de voix que toi. Donc du coup je peux déterminer plus facilement l'orientation de l'économie. Si l'économie s'oriente pour produire des gros SUV au lieu de petites voitures moins polluantes, c'est parce que ceux qui ont les moyens d'acheter des SUV, des voitures, sont ceux qui ont le plus d'argent et ils achètent donc des voitures qui sont plus chères en fait. Peut-être que si on permettait de limiter le poids des voitures, ce serait tout à fait possible, ça faisait partie des mesures qui ont été prises par la Convention citoyenne, eh bien ça permettrait donc de mettre un peu plus de politique dans le marché, c'est-à-dire en mettant plus de normes. Voilà, alors les gens qui veulent des grosses voitures, ils seraient peut-être pas contents, mais on polluerait moins. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis on a la capacité d'agir politiquement. Si on ne le fait pas, c'est parce que soit on a trop de révérence pour le marché, donc on ne veut surtout pas le perturber, donc on dit laissons l'autorégulation des producteurs, et dans ce cas-là, de fait, on n'a plus de capacité d'agir, soit qu'on est en concurrence avec d'autres pays, et que du coup, ça nous pose une contrainte en plus, qui fait que il faut qu'on baisse la fiscalité des entreprises, on n'a plus de moyens pour l'État, etc., etc. Et ça peut tout à fait se corriger. C'est-à-dire que, alors, je ne dis pas que c'est simple, mais le libre-échange n'est pas la seule manière d'organiser nos échanges internationaux. On a une capacité quand même d'avoir une préférence nationale pour les productions qu'on achète.
sans forcément être en autarcie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a là aussi un intermédiaire. Il est 22h30, on va peut-être prendre une dernière question, s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, eh bien on va pouvoir... Ah, il y a encore une. L'ultime. Vous avez dit le gouvernement... Vous avez dit au tout début, le gouvernement ne peut pas, alors que le gouvernement pouvait. Oui. Et en expliquant ça par le libéralisme qui s'est introduit petit à petit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que, en particulier en France, le niveau de richesse du pays global a quand même quelque peu baissé? On n'a plus les colonies, on n'a plus tout un ensemble de trucs qui faisaient que, oui, on avait des marges de manœuvre qui étaient plus faciles. Dans les colonies n'ont jamais rapporté beaucoup d'argent au pays. La preuve, les pays qui n'avaient pas de colonies, comme les États-Unis ou l'Allemagne, sont des pays qui sont plus enrichis que la France ou le Royaume-Uni qui avaient des gigantesques empires coloniaux. La France est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et encore plus que 40, en fait, le niveau de richesse a cessé d'augmenter. Il suffit de regarder le PIB par habitant, en fait. Bon, c'est un indicateur qui n'est pas parfait, mais qui permet de mesurer le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on vit beaucoup mieux que dans les années 60, en réalité. Alors, c'est pas relatif par rapport aux autres pays, puisqu'on est en concurrence avec les autres pays. Alors, en absolu, on vit mieux. En relatif, non, c'est vrai. Mais pas moins bien non plus, globalement. On a de toute façon les moyens pour avoir une vie confortable et en même temps financer nos écoles. Je veux dire, l'idée sur laquelle la France n'a plus les moyens d'avoir un bon service public, pour le coup, je pense que c'est absurde. Je pense qu'après, on a les moyens. Après, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'assumer les choix? C'est-à-dire qu'à PIB constant, vous savez, la consommation, elle est collective ou individuelle. La consommation collective, c'est les services publics. Consommation individuelle, c'est la consommation marchande. Si on veut, à un niveau de PIB constant, préserver le niveau d'investissement d'un côté, c'est-à-dire on va toujours continuer de refaire nos routes, investir dans nos capacités de production. On garde l'investissement. On veut améliorer les services publics, donc augmenter la consommation collective. Il faudra bien diminuer la consommation individuelle. Et donc ça veut dire prélever plus d'impôts pour financer nos services publics. Donc vous consommez moins de produits marchands, mais vous avez des services publics meilleurs. Voilà. C'est un choix politique. Je ne dis pas qu'il est facile à assumer, augmenter la fiscalité pour financer nos services publics, mais en fait, finalement, ça revient à ça. Décider d'améliorer nos écoles. La question que je me pose, c'est pourquoi on ne veut pas le faire? L'une des raisons pour lesquelles on ne veut pas le faire, c'est qu'on pense que l'économie, c'est le marchand, qu'il faut développer donc, le secteur marchand, il faut développer les débouchés des entreprises pour les attirer sur nos territoires, et donc on ne veut surtout pas prélever davantage d'impôts sur les ménages et sur les entreprises pour financer nos services publics. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un choix politique. Après, en démocratie, c'est la majorité qui a raison. La majorité, de fait, a voté Macron. C'est la politique du je vais défendre votre pouvoir d'achat, et puis quitte à dégrader le service public qui est mis en œuvre. Alors peut-être que c'est un peu biaisé aussi, mais ça c'est d'autres questions. Peut-être que les gens n'ont pas toujours conscience, je veux dire, quand on a un choix entre Marine Le Pen et Macron, est-ce que c'est un choix? Est-ce que là, il n'y a pas non plus des problèmes qui se posent? Il essaie aussi à gauche d'arriver au second tour en étant assez convaincante. Je vais arrêter là, sinon je vais dire des choses bêtes, méchantes. Partie de la politique fiction. Alors, c'est vraiment la dernière. On dit partout que le numérique est une solution. Or, dernièrement, je lisais dans un livre que le numérique, c'est une catastrophe pour le CO2. Oui. Non, alors oui et non. Ça dépend comment on utilise le numérique. Mais oui, le numérique, ça pollue beaucoup. Ça nécessite des dispositifs qui sont polluants, parce qu'on a des batteries au lithium, etc. dans ces trucs. Il y a plein de terres rares. Il y a beaucoup d'énergie qui a été consommée pour produire un smartphone. L'usage du numérique, c'est très polluant. Les flux numériques envoyés sont très polluants.
Maintenant, si les gens regardent du YouTube plutôt que de prendre leur voiture pour faire 10 000 km, peut-être que c'est moins polluant que la voiture. Donc après, il faut toujours comparer. Ah ben si, je vous garantis que les plus fortes émissions de CO2, c'est le logement, donc se chauffer et se transporter. C'est pas le numérique. Le numérique est très très loin derrière. Voilà. Après, le numérique est polluant, je dis pas le contraire. Mais beaucoup d'activités sont polluantes. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut améliorer l'usage du numérique comme améliorer l'usage des transports. On va pas dire aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent d'utiliser leur ordinateur ou leur smartphone parce que pour le coup c'est très compliqué. Mais il faut changer nos usages. Par exemple, avoir des vidéos avec moins de définition, c'est pas absurde. Voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils regardent la télé avec leur box, c'est-à-dire plus avec des antennes. Le problème, c'est que ça crée en fait, ça nécessite beaucoup d'énergie. Plutôt que l'antenne râteau qu'on avait avant. Voilà, et même si c'est des vidéos de meilleure qualité, il n'y a plus de parasites et tout ça, voilà, peut-être qu'on pourrait avoir des télés plus petites, enfin je ne sais pas, ou peut-être qu'on pourrait avoir des vidéos de qualité moins élevée, plutôt que du 4K ou du 5K ou je ne sais quoi, arriver sur des hautes définitions classiques, quoi. Et avoir des très grosses définitions pour le cinéma, ça serait peut-être plus utile voilà, pour le climat. Mais ça, c'est des choix. Moi, je ne vais pas trancher ça en tant qu'économiste. Hein. Je dis juste qu'il y a effectivement des contraintes à avoir sur nos usages du numérique, des transports. Voilà. Quand on dit qu'il ne faut pas chauffer à plus de 19 degrés son logement, voilà, c'est pareil aussi, quoi. Aujourd'hui, le logement et le chauffage, ça consomme énormément d'énergie. Non, mais il faut qu'on arrête. Ouais. On va continuer la conversation soit à la table de dédicace, soit effectivement en bureau. Merci en tout cas pour la qualité de vos questions. Je voulais faire plusieurs annonces avant que vous m'applaudissiez. Avant que vous applaudissiez vos livres. D'abord, le livre là est en vente. Camille de la librairie Mouche a assuré la vente des livres. David dédicacera si vous le souhaitez. Je voudrais faire une annonce concernant l'association du Cercle d'Agora Politique qui a besoin de financement. Donc si vous avez quelques pièces dans vos poches encore, n'hésitez pas à les mettre dans le chapeau. Vous pouvez nous laisser aussi vos coordonnées pour avoir le programme des futures conférences. Et à ce sujet-là, la prochaine conférence du Cercle d'Agora Politique aura lieu le 17 novembre. Et l'invité sera Jean-Joseph du GIEC pour nous parler du climat. Et puis la suivante, après, probablement en janvier, sera sur le thème de la violence dans nos sociétés. Avec l'intervention de Jean-Michel Courlian, qui est psychiatre et version, alors c'est la violence analysée au travers de la pensée de René Girard. Donc, ça sera un autre sujet. Merci en tout cas de votre présence et puis de la qualité de vos questions. Et puis à très bientôt. Donc on s'attend, vous attend.